Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 2 octobre. En Égypte, 38 personnes blessées dans un incendie ayant ravagé le QG de la police à Ismaïlia. L'origine du feu demeure inconnue. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, en République du Congo pour plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales. En Palestine occupée, la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut pour la deuxième journée consécutive par près d'1 millier de colons sionistes pour commémorer une fête juive. Et aux États-Unis, ouverture à New York du procès civil de Donald Trump et 2 de ses enfants, accusés d'avoir gonflé de manière colossale pendant des années leurs actifs immobiliers. Bonjour à tous. En Égypte, au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie ayant ravagé ce lundi le QG de la police à Ismaïlia, l'un des plus grands bâtiments de cette ville situé sur la rive occidentale du canal de Suez. Le feu, dont l'origine reste encore inconnue, s'est déclaré au siège de la direction de la sûreté avant l'aube. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville, où il a rencontré le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Il est allé plaider la restauration du Gabon au sein des institutions sous-régionales, mais aussi relancer les relations en dents de scie entre les deux pays. Donc le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous. Et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région. Et également, c'est pour apaiser comme je le dis. Pourquoi pas les sanctions? Le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. L'actualité africaine, c'est aussi Total Energy qui est visée par une plainte au pénal pour des projets pétroliers en Tanzanie et Ouganda. La compagnie énergétique ne doit plus continuer à alimenter sciemment, librement et impunément le dérèglement climatique, estiment les avocats des associations à l'origine de cette plainte. Et je vous le disais en titre, la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut pour le deuxième jour consécutif. Des dizaines de colons sionistes, dont des membres de la Knesset et des anciens ministres, ont profané ce lieu saint de l'islam pour commémorer une fête juive et ont effectué des rituels talmudiques sous la protection des forces de l'occupation. Hier encore, quelques 880 colons avaient pris d'assaut la mosquée sainte. Dans l'actualité également, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés ce lundi à Kiev. Une réunion historique et visant à exprimer la solidarité avec ce pays, selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui a souligné que l'Union européenne avait apporté un soutien d'une valeur de 85 milliards d'euros à l'Ukraine depuis le début du conflit russo-ukrainien. Nous ne pensons pas que la question américaine a été brisée parce que les États-Unis comprennent que les enjeux en Ukraine sont bien plus importants que l'Ukraine elle-même. Il s'agit de la stabilité et de la prévisibilité du monde et je crois donc que nous serons en mesure de trouver les solutions nécessaires.
Nous étudierons la formule du plan de paix de Zelensky afin de recueillir davantage de soutien dans le monde et de préparer ce plan. Tous mes collègues viennent ici, cher Dmitro, avec la volonté de montrer, d'exprimer, de prouver leur engagement et celui de l'Union européenne à continuer à vous soutenir face à la guerre, face à l'intervention de la Russie en Ukraine. Dans l'actualité également, une mission de l'ONU est arrivée au Nagorno-Karabakh pour la première fois en 3 décennies. C'est ce qu'a annoncé l'Azerbaïdjan au moment où la majorité de la population arménienne locale a quitté l'enclave après sa prise par Bakou. Et aux États-Unis, je vous en parlais en titre, le procès civil de Donald Trump et 2 de ses enfants accusés d'avoir gonflé de manière colossale pendant des années leurs actifs immobiliers s'ouvre ce lundi à New York, menaçant son empire économique et prélude d'un marathon judiciaire pour le favori des Républicains à la présidentielle de 2024. L'ancien président âgé de 77 ans a annoncé qu'il comptait être présent aux plaidoiries d'ouverture devant la Cour suprême de l'État de New York, où il est cité comme témoin. En Argentine, cette fois, l'économie, l'inflation dévorante et la dette envers le FMI ont dominé le premier débat entre candidats à l'élection présidentielle du 22 octobre. Ministre d'une économie à 124% d'inflation sur un an, Sergio Massa, candidat du bloc gouvernemental de centre-gauche, a en particulier été la cible de ses 2 principaux rivaux, l'économiste uni libéral Javier Milei, pourfondeur autoproclamé de la caste politique, et Patricia Bullrich, ex-ministre de la présidence libérale. Marcy est candidate de la coalition d'opposition de centre-droit. Nous proposons de former l'État, de réduire considérablement les dépenses publiques, de réduire les impôts, de simplifier le système fiscal, de déréglementer complètement l'économie, de privatiser pour se débarrasser des entreprises d'État nuisibles, d'ouvrir l'économie et de fermer la banque centrale. Avec cet ensemble de mesures, réformes, dans 15 ans, l'Argentine pourrait atteindre un niveau de vie similaire à celui de l'Italie ou de la France. Je suis clair sur le fait que l'inflation est un énorme problème en Argentine. Je suis également clair sur le fait que les erreurs de ce gouvernement ont blessé le peuple et pour lui, même si je n'en faisais pas partie avant de prendre mes fonctions de ministre de l'économie, je m'en excuse. Nous réclamons tous la fin de l'angoisse dans laquelle nous vivons. Personne en Argentine ne peut plus la supporter. Courir après les prix, après le dollar, après des salaires qui ne suffisent pas, après de l'argent qui ne sert à rien, après les retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Avec moi, c'est fini. Je vais rayer l'inflation de la carte. Les candidats à la présidentielle équatorienne cette fois, Luisa González et Daniel Noboa se rendent coup pour coup dans un débat lors duquel ils présentent leur projet de gouvernement avant le second tour des élections le 15 octobre. En la parte económica, debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. En la parte económica, sur le plan économique, nous devons être un pays compétitif. Aujourd'hui, l'Équateur ne l'est pas. Nous devons avoir de l'électricité à moindre coût, un moindre coût avec les carburants, un développement des infrastructures et de l'irrigation pour nos petits et grands agriculteurs, sans oublier également un système fiscal qui encourage la création d'emplois. Nous allons travailler au contrôle qui est nécessaire dans le pays. Je vais reprendre le contrôle du pays qui nous a été enlevé, reprendre le contrôle des prisons, des routes, des espaces publics.
et surtout les ports et aéroports que je militariserai, un travail coordonné également avec le secteur de la justice. El trabajo coordinado también con el sector de justicia. On reste en Amérique latine, au Mexique. 10 migrantes cubaines ont été tuées dans l'accident du camion qui les transportait et 17 autres personnes ont été blessées, exclusivement des femmes et des enfants de nationalité cubaine qui voyageaient clandestinement. Le chauffeur du camion a pris la fuite. L'accident s'est produit dans l'État du Chiapas. Plus de 2000 foyers à Sukhothai ont été touchés par des inondations ce lundi après l'éclatement de digues le long de la rivière Yom à la suite de fortes pluies dans la région nord de la Thaïlande. Les habitants de Sukhothai ont affirmé que cette inondation était la pire qu'ils aient connue. Allez, parlons sport à présent football. L'USM Alger, détenteur de la Coupe de la CAF, a fait l'essentiel hier malgré son match nul 0 partout en éliminant le FUS de Rabat et en se qualifiant à la phase de poule en match du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la CAF au stade du complexe sportif Miloud Hadfi d'Oran. On s'attendait à ce que ce match soit compliqué. On était conscient que la formation du FUS Rabat était une équipe de contre. Dans leur championnat, l'équipe a remporté pratiquement tous ses matchs en déplacement. Il y a quelques jours, le FUS s'est imposé en déplacement face au Wydad Casablanca pour vous dire que cette équipe a du potentiel. 2-0 ça veut dire que l'équipe a un potentiel. On mérite le passage d'Irna. La qualification, on la mérite. Ça n'a pas été facile pour nous. On a joué avec les tripes. Les joueurs ont tout fait pour atteindre notre objectif qui était la phase de poule. Notre objectif, c'est les poules. On a fait le déplacement à Oran avec de l'ambition face au champion d'Afrique et le vainqueur de la Supercoupe. C'est une bonne équipe sur son terrain. On savait que le match allait être difficile. On l'a bien préparé. Je suis fier de mes joueurs. On avait l'avantage dès l'entame qu'on n'a pas su traduire. L'expérience nous manque dans ce genre de match. Et à noter qu'en Ligue des champions africaine, le Shabab Riadi de Bleuoued affrontera ce soir le club sierra-léonais de Beau Rangers au match retour du second tour préliminaire de la Ligue des champions. Et on termine avec l'ouverture de la semaine des prix Nobel. Le monde connaîtra ce lundi le lauréat du prix Nobel de médecine. La semaine sera ensuite rythmée par les Nobel de physique, chimie, littérature et paix. Naïla et Hamouda. Comme chaque année, la cérémonie des prix Nobel est de retour. Les lauréats des 6 prix Nobel 2023 vont être dévoilés cette semaine. La médecine ouvre lundi la saison 2023. Elle est la première à briller à Stockholm. Les traitements de la narcolepsie et du cancer sont en vue. Plusieurs experts citent les chercheurs français Emmanuel Mignot et le japonais Masashi Yanagisawa pour cette avancée. Le prix pourrait revenir à la généticienne américaine Marie-Claire King, découvreuse en 1990 d'un gène responsable du cancer du sein, la tumeur maligne la plus fréquente chez les femmes, ou bien au Hongkongais Yukming Denis Lo, qui a mis au point un diagnostic prénatal non invasif permettant de limiter le recours à l'amniosynthèse. Le prix pourrait aussi aller à la hongkongoise Kathleen Carico et l'américain Joe Wiseman, pionniers des vaccins à ARN messager qui ont ouvert la voie à la découverte des vaccins contre le Covid-19. Une nouvelle forme de thérapie appelée CAR-T permettant de programmer les cellules du système immunitaire à combattre le cancer ou la recherche sur le microbiote humain figure aussi parmi les recherches en vue. Les lauréats du prix Nobel de physique seront connus mardi. Le graphène torsadé ou l'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique reviennent parmi les domaines sous les projecteurs. La semaine sera rythmée par les Nobel, chimie, littérature et paix. Le prix Nobel d'économie conclura la saison le 9 octobre. Là, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.